Le dernier enjeu de la supply chain auquel nous allons nous intéresser, c'est le développement durable. Pour les entreprises, le développement durable est une incitation, voire une obligation sur certains aspects réglementaires, qui consiste à intégrer dans toutes les décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles, en l'occurrence ici les décisions liées au supply chain management, des préoccupations liées au respect de l'environnement, au respect des obligations sociales et sociétales, afin de permettre de satisfaire les besoins actuels de la population sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Ainsi, le développement durable peut être envisagé selon 3 axes. L'aspect environnemental qui consiste à développer des produits écologiques par conception, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception, mais aussi de limiter les impacts liés à l'activité et de respecter l'environnement. Le deuxième aspect concerne la performance économique qui vise la recherche de la satisfaction du client final et la minimisation du coût global par la coopération entre les différentes entités de la supply chain, ce qu'on appelle aussi la création de valeur au profit de tous. Le troisième aspect concerne les performances sociales de l'entreprise en termes de respect des droits des employés, en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, la mobilité interne, le respect des modalités du dialogue social, etc. Avec les partenaires externes, l'entreprise est également tenue d'établir des relations loyales dans le cadre de partenariats équilibrés et plus généralement dans le cadre de ce qu'on appelle une éthique de business, incluant le respect de tous les engagements pris. Les grandes évolutions organisationnelles du 19e et du 20e siècle, comme le taylorisme, le fordisme et le juste-à-temps, ont été développés dans l'objectif de diminuer les stocks et de réduire les pertes économiques sans considération aucune pour l'aspect environnemental. Il faudra attendre le 21e siècle pour voir émerger le terme Green Supply Chain, qui peut se traduire comme chaîne logistique verte et qui intègre l'aspect écologique dans la supply chain. L'intérêt des chercheurs et des industriels pour la Green Supply Chain a gagné en importance compte tenu des nouvelles réglementations internationales et des normes environnementales, ainsi que la prise de conscience du consommateur pour l'intérêt de l'écologie. Cette prise de conscience découle de la vitesse considérable à laquelle l'environnement est dégradé par la surproduction de déchets, l'augmentation du niveau de pollution et la surconsommation de ressources naturelles. Ainsi, tous les processus de la supply chain se mettent au vert. On parle du green design pour la conception, du green sourcing pour les achats, du green manufacturing pour la production, du green packaging pour le conditionnement, du green transportation pour le transport, évidemment de reverse logistics pour son rôle dans la réutilisation des produits et le recyclage des matières premières, ce qui appuie fortement l'entreprise dans sa démarche d'intégration des principes environnementaux dans sa supply chain. L'idée commune entre tous ces concepts est de réduire l'empreinte environnementale, de conserver les ressources et d'assurer la durabilité de l'activité économique. Dans ce qui suit, nous allons donc détailler chacun de ces processus. Alors tout d'abord, l'éco-conception. Elle consiste à concevoir des produits et des services qui respectent les principes de développement durable tout au long de leur cycle de vie. Elle se traduit d'abord par la prise en compte de la santé humaine à l'étape de la conception en éliminant toutes les matières qui peuvent être toxiques ou représenter un danger d'un point de vue sécurité, comme le plomb dans les jouets ou encore le bisphénol A dans les contenants alimentaires. L'éco-conception consiste aussi à porter une attention particulière au choix des matières premières et des technologies utilisées pour la fabrication d'un produit. L'idée est que ces matériaux et ces technologies soient propres, c'est-à-dire qu'il faut privilégier des matières renouvelables, recyclables et ou issues de matériaux recyclés ou encore biodégradables. Mais aussi, par exemple, des matériaux qui, lors de leur extraction, n'ont pas causé de dégradation de l'environnement, qui ne génèrent pas de déchets dangereux et qui ont été transportés par un moyen de transport plus respectueux de l'environnement. Pour les technologies, l'idée est par exemple de penser à des procédés de fabrication qui consomment peu de ressources énergétiques ou hydrauliques, par exemple, et qui ne causent pas de rejets polluants. L'éco-conception cherche également à concevoir des produits qui eux-mêmes ne génèrent pas ou qui génèrent peu de pollution. Pensez aux voitures par exemple, qui génèrent peu de déchets. Pensez par exemple au suremballage pour les produits alimentaires et qui consomment peu d'énergie et peu d'eau lors de leur utilisation, comme par exemple les produits électroménagers.
L'éco-conception impose ainsi une phase d'étude poussée qui se base sur la création de nouvelles connaissances par la recherche et dans ce sens, elle implique des coûts supplémentaires. Mais souvenez-vous, la prise de conscience écologique du consommateur fait que ce surcoût devient progressivement accepté. Pour la fonction achat, elle a un impact fort sur l'application des principes de développement durable dans l'entreprise. D'abord, l'intégration du vert dans les achats passe par la prise en compte des facteurs d'éco-conception et de traçabilité dans le choix du fournisseur. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise doit choisir un fournisseur, elle doit préalablement se demander s'il respecte les règles sanitaires et écologiques expliquées précédemment dans la fabrication du produit et composants qu'il propose. Notamment, est-ce qu'il propose par exemple des écolabels qui assurent que son produit a un impact réduit sur l'environnement? Quel caractère recyclable pour ces produits? Quelle est la solution qu'il propose? Est-ce que la solution qu'il propose est économique et écologique par conception, etc. Ensuite, dans l'homologation des fournisseurs autorisés à répondre aux appels d'offres de l'entreprise, la question est, l'entreprise s'est-elle assurer préalablement à l'homologation de ses fournisseurs qu'ils respectaient leurs obligations environnementales et leurs engagements dans les domaines sociaux. En effet, la compétitivité économique et la qualité d'un fournisseur ne doivent pas exclure les critères sociaux et environnementaux, surtout lorsqu'il s'agit de partenaires dans des pays aux normes sociales et aux droits peu exigeants comme les low-cost countries. Le fait que le fournisseur dispose d'une certification de type ISO 14001 peut rassurer l'entreprise sur l'organisation du fournisseur en matière de gestion de l'environnement. Sinon, l'entreprise pourrait procéder à des audits en ayant défini une charte claire de développement durable devant être respectée pour s'assurer notamment que le fournisseur n'ait pas recours à une cascade de sous-traitants complexe à maîtriser. Il faut comprendre que l'entreprise est considérée comme responsable de toute sa chaîne d'approvisionnement et non pas uniquement des fournisseurs de premier rang. L'enjeu est grand, notamment en ce qui concerne l'image de marque de l'entreprise auprès du grand public. Pensez par exemple au scandale qui a touché pas mal de grands groupes, notamment Nike, accusé d'avoir employé des sous-traitants en Indonésie qui ne payaient pas le salaire minimum aux employés, ou encore ArcelorMittal, dont l'un des sous-traitants a été accusé de rejeter de l'acide dans la nature. Une fois que le fournisseur est sélectionné pour un achat, rien n'est gagné. Il faut en permanence auditer le respect des obligations contractuelles signées avec le fournisseur. Il faut aussi parfois accompagner le fournisseur, notamment en matière de progression sur la démarche du développement durable dans ses usines en prenant en charge par exemple des dispositifs de formation. Finalement, les contrats entre l'entreprise et son fournisseur doivent matérialiser de façon claire et sans équivoque les obligations juridiques réciproques de chacune des parties. L'équilibre des collaborations entre les différents partenaires de la supply chain est une dimension essentielle du développement durable qui impose l'équité et la transparence entre les différents partenaires de la supply chain. La croissance démographique et le développement des économies mondiales génèrent une forte augmentation de la consommation énergétique, ce qui a engendré des conséquences écologiques graves sous forme de pollution de l'air, de l'eau, la désertification, la disparition de certaines espèces animales et végétales, etc. Donc, les processus de fabrication et de transport dans la supply chain sont particulièrement concernés par ce phénomène, puisqu'ils participent au développement de l'effet de serre et du réchauffement climatique de la planète et consomment une part importante des ressources énergétiques. Une question qui se pose, c'est comment produire et comment transporter pour répondre à la consommation toujours croissante sans mettre en péril l'équilibre naturel de la planète. Le green manufacturing, ou la fabrication verte, répond à cette question en renouvelant en fait les processus de fabrication par la mise en place d'opérations respectueuses de l'environnement dans le domaine de la production. Il s'agit essentiellement de produire plus propre en utilisant des technologies et des pratiques moins consommatrices de ressources naturelles et moins polluantes. Donc pour y arriver, les entreprises peuvent utiliser dans leurs usines de l'électricité, de la chaleur ou du carburant issus de sources propres comme l'énergie solaire, hydraulique, géothermique, éolienne ou issus de la biomasse, du biogaz ou des biocarburants. L'exploitation de ce type d'énergie ne rejette pas ou peu de CO2, ne participe pas ou peu à l'effet de serre et à la destruction de la couche d'ozone. Ils sont donc un moyen durable de produire de l'énergie dans le processus de fabrication.
Les producteurs peuvent également améliorer l'efficacité énergétique de leurs usines en choisissant des équipements qui consomment peu de ressources énergétiques et peu d'eau et de maintenir ces équipements afin d'éviter leur dégradation et l'augmentation donc de leur consommation énergétique. D'un autre côté, les activités industrielles produisent des rejets toxiques, comme des métaux lourds ou des polluants organiques qui doivent être traités avant leur rejet dans le milieu naturel. Le problème de tels rejets est mondial, mais il est beaucoup plus grave dans les pays pauvres qui souffrent encore d'un vide législatif à ce sujet. Dans le cadre donc du green manufacturing, les producteurs doivent diminuer voire éliminer les rejets toxiques issus de leurs opérations, notamment en améliorant les dispositifs de traitement des eaux usées industrielles qui doivent être neutralisés, détoxiqués et épurés avant tout rejet dans les cours d'eau ou dans les réseaux d'assainissement. Les industriels doivent également réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc, ces gaz, ce sont le dioxyde de carbone principalement, le CO2, mais aussi le monoxyde de carbone, l'oxyde d'azote, le dioxyde de soufre et d'autres gaz qui initialement étaient très peu abondants dans la nature, mais qui, du fait de l'activité humaine, ont sensiblement augmenté. Ils ont donc contribué au réchauffement de la planète et d'autres désordres climatiques très préoccupants comme la montée des eaux, l'acidification des océans, l'augmentation du nombre et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, etc. Pour vous donner une idée, la concentration du CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 146% du niveau qu'elles avaient à l'époque pré-industrielle, donc avant 1750. Sachant que le CO2 persiste pendant des siècles dans l'atmosphère sans possibilité de le faire disparaître. Donc diminuer les émissions en CO2 et les autres gaz à effet de serre est devenu un enjeu majeur de tous les secteurs, y compris le secteur industriel qui représente à peu près 20% des émissions, tous secteurs confondus. Donc pour inciter les industriels à adopter des solutions bas carbone, plus d'une vingtaine de pays dans le monde ont déjà adopté ce qu'on appelle la taxe carbone. Ça consiste en fait à mettre un prix sur les émissions CO2 pour inciter les producteurs à modifier leur comportement et à orienter leurs achats et leurs investissements. Un prix qui varie entre 0,9 € la tonne de CO2 en Ukraine et 118 € la tonne de CO2 en Suède. La répercussion de cette taxe sur les produits finaux augmente leur prix proportionnellement aux émissions de CO2 engendrées par leur production et ou leur utilisation, ce qui favorise en fait de penser à des produits qui induisent le moins d'émissions possible. Dans le cadre du green manufacturing, l'idée est aussi de réduire le plus possible la production de déchets industriels dangereux ou non dangereux. Les déchets qui ne peuvent pas être évités doivent être traités en privilégiant l'ordre suivant. D'abord, la préparation en vue d'une réutilisation en l'état, pensez à des conteneurs par exemple, des conteneurs réutilisables. Ensuite, le recyclage ou la valorisation des déchets organiques par retour au sol. Ensuite, toute autre valorisation, notamment la valorisation thermique ou la valorisation électrique qu'on a vu dans la logistique inverse. Et finalement, l'élimination, bien sûr, dans des conditions assurant un respect total de l'environnement. Au final, les industriels doivent utiliser des technologies et des pratiques qui tendent à conserver les ressources naturelles, notamment en ayant recours par exemple à l'agriculture biologique, la gestion de la productivité des sols ou encore la gestion intégrée des ressources en eau. Après la fabrication des produits, l'emballage a pour fonction principale de les protéger contre toute dégradation due à des agents extérieurs tout au long du processus logistique, c'est-à-dire pendant les manutentions, le transport ou le stockage. L'emballage permet également la manutention et le transport des marchandises sous forme d'une unité standard, comme par exemple sous forme de carton, de palettes ou de conteneurs. Pratiquement tous les produits ont besoin d'emballage, que ce soit les boissons, les aliments, les cosmétiques, les produits électroniques, etc. Les emballages sont cependant une source majeure de pollution. Leurs effets néfastes se produisent au moment de leur production, de leur transport et de leur élimination sous forme d'émissions de gaz à effet de serre, de déchets, etc. L'objectif du green packaging ou de l'emballage durable est de ne plus considérer les emballages justement comme des sources de pollution et de déchets en y intégrant les principes de développement durable.
En effet, le premier principe pour avoir un conditionnement qui respecte les principes de développement durable, c'est de trouver le bon arbitrage entre la minimisation du volume et du produit des emballages et le maintien des produits emballés dans la bonne condition de sécurité et d'hygiène. L'idée est ainsi d'éliminer tout emballage superflu. De plus, l'emballage doit être conçu pour une finalité de réutilisation en l'état ou de son recyclage en fin de vie. Ainsi, et comme on l'a vu pour l'éco-conception des produits, une attention particulière doit être accordée au choix des matières premières et des technologies utilisées pour la fabrication et le transport de cet emballage. Et finalement, et comme on l'a vu aussi dans l'éco-conception, l'emballage doit également prendre en compte la santé humaine en éliminant toutes les matières qui peuvent être toxiques ou représenter un danger sécuritaire, que ce soit lors de sa production, son utilisation ou sa destruction. De même que les activités industrielles et l'emballage, le transport de marchandises participe de manière importante au développement de l'effet de serre et du réchauffement climatique et consomme une part importante des ressources énergétiques. Le transport représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les modes de transport ne sont pas égaux quand il s'agit de pollution atmosphérique, comme le montre le graphe que vous voyez. La route se présente de loin comme la première source d'émissions avec une part de plus de 70% des émissions, dont plus de 40% imputables aux voitures particulières et près de 28% au transport de marchandises, incluant poids lourds et véhicules utilitaires légers. En deuxième place, on retrouve les transports aériens et maritimes, avec un peu plus de 13% des émissions. Les transports ferroviaires et fluviales représentent les modes de transport les plus propres avec moins de 1% des émissions. Ces pourcentages sont un peu ambigus dans la mesure où ils reflètent la part de chacun des modes dans les émissions de gaz à effet de serre, certes, mais aussi le volume de l'activité pour chacun des modes. En effet, le fait que le transport routier détienne la plus grande part des émissions doit être interprété à la lumière qu'il détient également la plus grande part des flux de transport mondiaux en tonnes-kilomètres. Donc le transport routier détient les 3/4 des transports de marchandises en Europe et 70% des transports aux États-Unis. Donc un indicateur de pollution plus précis serait les émissions par tonne-kilomètre pour chaque mode de transport. En effet, la quantité des émissions rejetées dépend grandement de la distance parcourue et d'autres facteurs comme le poids de chargement, la nature du carburant, le rendement du moteur, etc. Il est donc difficile de déterminer un chiffre qu'on peut simplement multiplier par le nombre de kilomètres. Mais pour avoir une idée, on considère les valeurs moyennes des émissions que vous pouvez voir sur ce graphe. Donc le graphe confirme que le mode ferroviaire, qui utilise majoritairement l'énergie électrique, émet beaucoup moins d'émissions que les autres modes qui utilisent pour la plupart des produits pétroliers. Le mode de transport aérien, en particulier le court courrier, est particulièrement polluant car le kérosène est très émetteur. Pour le transport maritime, il consomme relativement peu d'énergie par tonne-kilomètre. Cependant, le fuel soot utilisé dans les navires de commerce est considéré comme étant particulièrement polluant et peut ainsi conduire à une forte concentration des émissions. Sur la base des politiques actuelles, on estime que les émissions mondiales de transport devraient augmenter de 60% jusqu'en 2050. Or, pour atteindre les objectifs de l'accord universel de Paris, il faudrait que les émissions de fret baissent de 45%. Alors comment va-t-on y arriver ? La solution est dans le transport vert ou le Green Transportation, une notion qui intègre les principes de développement durable afin de réduire l'impact environnemental du transport en général et du transport de marchandises, qu'on appelle aussi le fret, en particulier. Une première stratégie dans le cadre du transport vert consiste à changer de mode de transport en utilisant des modes qui sont plus propres, comme le mode ferroviaire ou la voie navigable, donc le transport fluvial. Ces modes sont effectivement classés comme les plus efficaces d'un point de vue énergétique et qui émettent, comme on l'a vu, peu d'émissions. Bien évidemment, il nécessite la mise en place d'infrastructures sous forme de voies navigables et de réseaux ferroviaires qui ne desservent pas nécessairement les destinations souhaitées par les industriels.
Dans ce cas, il faudrait privilégier les solutions multimodales, c'est-à-dire qui utilisent au moins 2 modes de transport différents successifs en utilisant les modes les plus propres sur les plus grandes distances. Outre l'utilisation des modes de transport plus propres, une deuxième stratégie dans le cadre du transport vert est de réduire le recours même au transport de marchandises. Alors comment ça? L'internationalisation de la supply chain dans une logique d'achat et de production dans des pays à bas coût et la distribution sur les marchés internationaux a largement contribué à l'augmentation du volume du fret international et donc de la pollution qui en résulte. Une solution serait donc de localiser les usines proches à la fois du fournisseur et du marché consommateur, ce qui contribuerait largement à diminuer les émissions de fret. Bien évidemment, ce type de solution ne permet pas de bénéficier des coûts d'achat et de production très compétitifs. En revanche, il réduit les risques liés au transport et permet de réduire les lead times et les stocks induits. Les décisions multicritères du choix de fournisseurs et de la localisation des différentes infrastructures industrielles seront abordées plus en détail dans le prochain chapitre. Si le changement pour un mode de transport plus propre n'est pas possible et que le rapprochement des infrastructures n'est pas possible également, une autre alternative serait de garder son mode de transport actuel tout en se tournant vers l'utilisation de carburants alternatifs qui sont moins polluants, qui servent au moins partiellement de substitut aux carburants fossiles utilisés actuellement dans les transports et qui peuvent donc contribuer à la décarbonisation et à l'amélioration de la performance énergétique du secteur des transports. Ces carburants comprennent notamment l'électricité, le gaz naturel sous forme gazeuse qu'on appelle GNC, le gaz naturel liquéfié qu'on appelle GNL, les biocarburants, le gaz de pétrole liquéfié, l'hydrogène, etc. Donc pour le transport maritime par exemple, quelques navires sont déjà propulsés au gaz naturel liquéfié, donc le GNL, qui a l'avantage de réduire de 20% les émissions de CO2, mais aussi de supprimer presque complètement les émissions d'oxyde de soufre et les particules ultra fines. Donc le GNL semble un carburant alternatif des plus prometteurs à court terme et à moyen terme en tout cas pour le transport maritime. De même que le transport maritime, l'utilisation du GNL par le transport routier semble également être une piste prometteuse du fait de son potentiel significatif donc de réduction des émissions de CO2 comme on a dit, et ce malgré le fait que l'infrastructure de distribution du GNL n'existe pas encore actuellement. Mais dans les prochaines années, il est prévu quand même qu'une partie significative de la flotte des poids lourds bascule vers le gaz naturel et puis donc la distribution devrait s'adapter également. Aujourd'hui, il existe également un petit nombre de poids lourds à propulsion électrique qui se situent quasi exclusivement dans le segment de 3 à 6 tonnes et qui sont encore majoritairement utilisés dans le cadre de petites tournées, des tournées sur des courtes distances, car le grand problème de ce type de véhicule actuellement, c'est leur autonomie qui est limitée. Donc l'utilisation de l'électricité par les poids lourds sur de longues distances relève encore une fois de la recherche et développement, donc de la R&D. Vous pouvez donc voir que la transition énergétique donc du transport vers des énergies moins polluantes n'est pas encore au point, mais elle est déjà en marche et les années à venir promettent donc des choses très intéressantes dans ce sens. Donc après le choix du mode de transport et le choix du carburant, le transport vert peut aussi être réalisé à travers des mesures organisationnelles cette fois. Donc des mesures organisationnelles comme par exemple la massification des flux, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs marchandises qui proviennent potentiellement donc de plusieurs fournisseurs différents, typiquement à travers des entrepôts ou des cross-docks, et puis les envoyer sur un seul moyen de transport vers un client afin de remplir un camion complet ou un wagon complet et puis donc de réaliser des économies par rapport aux acheminements qui auraient initialement dû être réalisés séparément. Donc ça permet d'une part d'amortir la structure des coûts fixes du transport, mais aussi de réduire l'impact écologique puisqu'on fait plusieurs voyages en un seul voyage.
Une autre opportunité à la fois économique et écologique, c'est de chercher à minimiser le retour à vide des transports. Donc les entreprises ont naturellement intérêt à trouver des charges pour leurs camions lors de leur trajet retour à vide. Et ça a un nom, ça s'appelle le backhauling. Donc pour une entreprise, les opportunités de backhauling peuvent se trouver au sein même de sa supply chain, à travers la collaboration avec la chaîne de ses fournisseurs et de ses clients, mais aussi avec ses concurrents, dans une logique gagnant-gagnant, comme l'ont fait par exemple Nestlé et United Biscuits au Royaume-Uni. Donc ce sont des concurrents directs, et pourtant ils ont collaboré pour transporter leur fret, leurs marchandises, de part et d'autre des mêmes itinéraires, ce qui leur a permis d'économiser annuellement près de 95 000 litres de diesel, 250 tonnes de CO2 et près de 300 000 livres sterling. Un autre aspect du transport vert consiste à mettre en place des solutions techniques et technologiques pour consommer moins d'énergie et réduire les émissions. Par exemple, le fait d'améliorer le rendement des moteurs des véhicules, ou le fait d'améliorer le design des véhicules de sorte à ce qu'ils soient plus légers et plus aérodynamiques, et ainsi consommer moins d'énergie, parce que plus un véhicule est léger, moins il y a de frottement d'air, moins il consomme donc d'énergie. Et c'est ce que font notamment les constructeurs d'avions, qui travaillent à améliorer l'efficacité énergétique par des structures plus légères et un aérodynamisme amélioré des avions. Une autre solution pour consommer moins d'énergie aussi, c'est d'utiliser les moteurs des véhicules et des navires à leur niveau optimal. Par exemple, dans le transport maritime, il y a ce qu'on appelle le phénomène de vapeur lente, qui consiste à réduire la vitesse des navires, ce qui permettrait non seulement de réduire la consommation de fuel, mais également de réduire les émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de particules, et bien sûr leur impact sur la santé humaine, et puis de réduire aussi la pollution sonore dans les océans et aussi les risques de collision avec les baleines. Donc ça a principalement des avantages, mais ça a aussi un inconvénient aussi, c'est le problème de rendement, puisque les trajets prennent plus de temps. Pour le transport routier, ce qu'on appelle l'éco-conduite ou encore la conduite économique des poids lourds, en gardant notamment un régime moteur adapté et une vitesse constante, sans ralentir trop fort ou freiner trop fort. Donc ça permet de réaliser d'importantes économies de carburant, de moins polluer et également de réduire l'usure prématurée des véhicules, de leurs pneus, des coûts d'entretien. Donc ça a tellement de bénéfices qu'il y a des formations à l'éco-conduite qui sont proposées aujourd'hui aux entreprises pour former les conducteurs de véhicules à ce type de conduite. Finalement, les technologies de l'information permettent également de transporter vert, d'abord en optimisant les itinéraires des véhicules en temps réel, en contournant par exemple les tronçons qui sont trop congestionnés, mais aussi en optimisant la planification des tournées et le chargement des véhicules, et en trouvant des opportunités de black hauling, par exemple, via des plateformes en ligne. Donc nous arrivons au terme de cette 4e vidéo du cours. Je vous remercie pour votre attention.